nous montrer une nouvelle fois la folie des hommes et qui nous emmène dans une région de l'Afrique, vous découvrez sur cette carte, une région qui était réputée pour ses sites touristiques avant de sombrer dans le chaos. En Sierra Leone. Et vous verrez toutes les guerres en Afrique sont que des guerres écrites par les Occidentaux 666 pour les pillages immenses des centaines de minéraux dans nos terres en Afrique, parce qu'ils aiment nos minéraux en Afrique. Et pour cela, il faut tuer, il faut exécuter. Ils adorent. Ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, en Europe ou aux États-Unis, ils vont le faire en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est leur place des jeux Nintendo. Les rebelles mutilent la population. Daniel Grand-Clément arrive de Freetown, la capitale, avec son reportage. Freetown, la capitale de la Sierra Leone, est calme. Seules des ruines témoignent des combats qui ont fait rage il y a quelques semaines. Paradis touristique dont le pays se vantait, à part la mer, il ne reste rien. Plus de touristes, mais des soldats, ceux de l'ECOMOG, une force armée interafricaine dirigée par le Nigeria, qui tente de rétablir l'ordre. Des soldats et des infirmes, des centaines d'infirmes mutilés pour le plaisir par les rebelles qui tiennent encore les trois quarts du pays. Pas des militaires, mais des paysans, chassés comme du gibier, martyrisés au nom d'une guerre civile qui traîne depuis 7 ans. Ces bras coupés sont un message, celui que les rebelles envoient au monde pour dire qu'ils ne s'aiment pas vaincus. Je me rendais avec ma famille à Kwaï. Je rentrais chez moi quand les rebelles m'ont attaqué. Ils ont pris tout ce que nous possédions, puis ils m'ont tiré dessus. D'abord, ils m'ont coupé la main. Puis ils ont découpé tout le bras avec un couteau. Ils l'ont coupé par petits bouts, par tranches. Puis ils ont laissé pendre l'os. Ensuite, ils sont partis. Ils ont pris une route, une petite route, et ils m'ont dit d'aller voir les Comog, dès que je pourrais. Mais avant, ils ont glissé une lettre dans ma poche pour eux. Puis ils sont partis dans la brousse, en emmenant avec eux ma femme et mes 2 fils. Ce sont les rebelles qui m'ont fait ça. Ils ont pris ma main, l'ont posée sur un bâton et ils ont coupé 2 doigts avec un grand couteau. Ces blessés sont soignés dans l'hôpital Kono, à Freetown, un hôpital qui, malgré l'aide d'une équipe chirurgicale de Médecins sans frontières, a du mal à faire face à l'afflux des mutilés. La plus grande partie des blessures touche les bras et les mains. Soit des lacérations, soit des amputations, complètes ou partielles. Certaines sont compliquées, il y a plus de 20 muscles différents, des tendons, des vaisseaux sanguins. Et on n'a ni les moyens, ni le temps de réparer. Les rebelles ont occupé cette ville, à l'est du pays. Il n'en reste que des ruines. Le mouvement dont ils se réclament, le RUF, Revolution Union Front, a une devise, No More Life, plus de vie. Tout a été systématiquement et idéologiquement détruit. Avec Antoine, nous recevons Daniel Grand-Clément. Daniel Grand-Clément, vous êtes l'auteur de ce reportage. Alors, la question qu'on se pose, plein d'effroi bien sûr, qui sont ces rebelles? Il y a une sorte de secte. Ce sont des très jeunes gens, ils ont entre 12 et 18 ans, et ils veulent la suppression de toutes les élites africaines,
Ils veulent une sorte de retour à la forêt. Ils ont d'ailleurs édité un petit livre qui est un petit peu néo-marxiste, un petit peu maoïste, et ils veulent effectivement une suppression de tout ce qui a existé avant. Là, il y a quelques images qui ont été tournées il y a 2 mois à Freetown par un amateur. On va voir ces rebelles, qu'on n'a pas vu dans le reportage tout à l'heure. Vous allez voir qu'ils sont très jeunes. Mais par exemple, il a un collier fait de pousses et d'oreilles. C'est parti de leurs atrocités, et qui sont pas très jeunes. Ils sont plusieurs milliers, on ne sait pas exactement combien. Et en tout cas, ils fonctionnent comme une famille, comme une secte. Ils sont extrêmement solidaires entre eux. Et ils se réclament donc d'une idée politique très précise. Il faut préciser que l'idéologie n'explique pas tout, il y a aussi des enjeux économiques derrière. C'est-à-dire que ces rebelles, donc, ces gens du RUF, effectivement, essaient d'occuper l'est du pays, parce que c'est dans l'est du pays qu'on trouve des diamants. C'est que la Sierra Leone est le 6e producteur de diamants au monde, et donc il y a effectivement des intérêts financiers. Vous avez vu la ville tout à l'heure qui est totalement détruite, juste à côté il y a des mines, et actuellement les gens se battent pour les mines, parce que grâce aux diamants, ils peuvent acheter des armes. Alors la réaction qu'on peut avoir, bien sûr, c'est que fait la communauté internationale, on a vu. Vous avez donc entendu, vous avez entendu ce que les représentants de l'émission ont dit, des enjeux économiques. Ce qui se passe en RDC, des enjeux économiques. Ce qui se passe au Gabon, des enjeux économiques. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, là où je suis né, des enjeux économiques. Ce qui s'est passé hier en Centrafrique, nous viendrons tout à l'heure. Les problèmes de Bozizé et Djodjodia, la Séléka, la Balaka, qui ont tué immensement des gens. Problèmes économiques. Tout est basé dedans. C'est les programmes tracés, écrits par les Occidentaux, 666, pour les pillages de diamants, pour les pillages de l'uranium, pour le pillage de tout minerai qu'ils ont besoin pour développer chez eux. Mais est-ce que l'Europe a besoin de tant faire de mal à l'Afrique? Cette Afrique qui sont venus les sauver, première, deuxième guerre mondiale, est-ce qu'ils ont besoin de faire du mal? Non. Est-ce que le peuple gabonais mérite pas d'avoir une belle vie? Est-ce que le peuple gabonais mérite de continuer à vivre dans des maisons en bois, dans des maisons en tôle? Mais dans des quartiers de taudis au Gabon, il y a la majorité de ces maisons-là, il y a des diplômés. Mais est-ce que ces diplômés-là, on leur donne la chance? Non. Parce que pour Ali Bongo, il faut que le peuple gabonais souffre. Tout l'argent doit aller en direction de la France, les mallettes de la France-Afrique et les valises de la France-Afrique. Ailleurs aussi en Afrique, pareillement. Est-ce que ça va continuer? Non. Il faut que l'Afrique change. Donc pour les enjeux économiques, on donne des armes, on exécute immensement des vies. Non, mais il y a un problème. Il faut que nous, les Africains, que nous prenions conscience, nous, les Africains qui sont dehors de l'Afrique, nous sommes en Europe, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont au Canada et ailleurs. Il faut prendre maintenant conscience de ce qui se passe chez nous en Afrique. L'Afrique n'est pas une Afrique pauvre, immensement riche. Il faut que nous ouvrons les yeux. Que les Comogues étaient présentes, est-ce qu'elle a des moyens d'abord? Est-ce que la France peut s'impliquer? La France, je ne sais pas, mais les Comogues n'ont aucun moyen. Enfin, il y a environ 6 à 7 000 soldats qui sont là-bas, mais ils n'ont pas d'aviation, ils ont des difficultés. On rappelle que c'est la force africaine. Voilà, c'est-à-dire que c'est une force qui est issue des pays d'Afrique de l'Ouest. Ils ont donc décidé, vous savez qu'ils se sont déjà battus au Libéria, maintenant donc ils sont installés en Sierra Leone. Ce sont eux qui ont facilité l'élection d'un président. Il y a un président élu, c'est l'un des rares pays africains où il y a un président élu, mais malheureusement il y a cette guerre civile qui l'empêche de gouverner normalement. Merci en tout cas pour ce témoignage et ce document. Voilà.
Là, nous allons passer à autre chose. Donc, là, c'est la Centrafrique. Son tort, avoir quitté son poste de garde pour prendre un peu de bon temps. Mais un enfant soldat, ça ne s'amuse pas. Si tu rigoles, je te tue et je te jette dans la rivière. Je plaisante pas. J'ai rien fait. Moi je te le dis, si tu t'amuses, je vais te faire disparaître. Cela fait plus d'un an qu'il est aux côtés de l'ex-rébellion au pouvoir. Et selon cet homme, il aurait rejoint la Séléka de son propre chef. Cet enfant, c'est pas nous qui l'avons mis dans l'armée. C'est parce qu'il est en colère qu'il s'est enrôlé. Sa mère a été tuée. Elle était enceinte. Et ils l'ont éventré. Ils ont sorti le bébé et ils l'ont tué aussi. Je voulais pas qu'il fasse l'armée avec nous. La veille pourtant, il nous confie avoir été recruté de force par son oncle, un colonel de la Séléka lui aussi. Il préférerait clairement être ailleurs. Moi, si j'avais la possibilité, j'aimerais aller à l'école. Si je pouvais, j'irais apprendre. Mais le seul apprentissage pour Tidiane, c'est celui dispensé par ces hommes qui comptent bien le garder prisonnier. D'autres ont eu la chance de trouver refuge auprès d'une association dont nous tairons le nom, car pas question que Jean-Marie soit retrouvé par les ex-rebelles après ce qu'il a bravé pour leur échapper. Moi j'ai réussi. Et si tu essaies de t'évader et qu'ils t'arrêtent, ils t'enferment dans une pièce, ils te torturent, ils te tabassent pour que tu changes d'avis. Si tu récidives, on te tue. 2 mois qu'il est revenu à la vie civile, pas assez de temps pour oublier tout le temps passé dans la brousse. Je n'arrive pas à oublier, ça tourne dans ma tête. Le pire c'était à Bossangoa. On a tué des gens, on a brûlé des maisons. On a beaucoup tué, ça me hante. Aujourd'hui, selon l'ONU, il y aurait près de 6000 enfants soldats recrutés dans toute la Centrafrique. Le chiffre a quasiment doublé en l'espace de 6 mois. Tous les groupes armés sont concernés, qu'ils soient ex-Séléka ou anti-Balaka. Voilà. Ex-Séléka ou anti-Balaka. Vous avez entendu? Les enfants soldats. Ça fait mal.
atenga bokosa sigi abeti wa kama dafa ba mba alors moi bokosa kwa terwa il faut la femme complète. Iso son bisimi da kwate arme akejuso afaba batimbi. Sanga miketa ya kusa pesa da dabate toizo te badu kotarati angela bichi on devait effectivement gare terrain si non comme dire combat que tu kolila par rapport à ni nyona si leti ya ka usia si iko isa combat ni jona par rapport à comme ya ka drogue ni aussi. Timbe kiranja par rapport à ce pas baba timbi bon atmosphère qui réfléchit pas à expliquer une soko le message de la vengeance nous quand même à croissant avec des qui n'a dit bien en borosolana ga parce que il y a son trafic il y a un gars qui était pas combattre tout ça que Singapour pays tout ça peut signer en tiers c'est après quand tu m'as dit il sort pein à tu m'as la pour pein à qui sort considération Voilà un enfant soldat qui racontait un peu son vécu en Centrafrique. Un enfant centrafricain, soldat. Michel Djokodja, il a eu à avoir pas mal d'enfants soldats pour renverser Bozizé. Mais ils ont tué immensément en Centrafrique. Mais quand vous regarderez bien, qui était derrière ce complot? La France. Pourquoi? Parce que les Chinois ont découvert en Centrafrique un grand gisement de pétrole. Et la France, pour eux, ça ne les a pas plu. Ils ont armé Michel Djokodja qui voulait du pouvoir. Et il a pris le pouvoir de force. Mais il y a eu pas mal de vies tuées. Toujours un problème économique. L'Afrique, les terrains des meurtres pour les Occidentaux, 666. Parce qu'ils veulent quoi? Le fric des frics des frics. Les ventes des armes, ça fait rentrer immensément beaucoup d'argent. Des gens qui s'appellent général, maréchal, colonel, qu'on l'a donné des grades comme ça, parce que des tueurs des tueurs dans des terrains de guerre. Et ils sont fiers de se faire appeler général, colonel, maréchal, des gens, parce qu'ils ont tué des gens. Voilà pourquoi l'Afrique, nous devons récupérer tous ceux enfants de guerre, de les former qu'ils ont des métiers en main, qu'ils ont des diplômes en main. Voilà pourquoi cette nouvelle Afrique sont les dictateurs. Les enfants doivent aller à l'école. Ces enfants d'armes de guerre, nous devons les prendre des enfants soldats, les former. Et ça, c'est un travail à y faire. Parce que si on ne le fait pas, demain, ces enfants-là vont être une grande menace pour notre Afrique.
En Centrafrique, comme dans tous les foyers de combat, le phénomène des enfants soldats s'est répandu et prend de plus en plus de l'ampleur. Selon un rapport de l'ONG Save the Children, publié ce jeudi 18 décembre 2014 à Dakar, la capitale sénégalaise, ils sont entre 6 000 et 10 000 enfants et adolescents recrutés et utilisés directement ou indirectement dans le conflit qui affecte le pays. Pour certains, ils ont été enlevés ou forcés de rejoindre les groupes armés. D'autres ont choisi volontairement d'intégrer ces factions pour survivre ou protéger leur communauté. Au vu de la situation actuelle, d'abord les chiffres qui sont annoncés entre 6 000 et 10 000 montrent l'incertitude qu'il y a sur le nombre exact d'enfants soldats en Centrafrique. Les enfants soldats ne sont pas seulement ceux qui sont engagés dans les batailles, en tout cas enrôlés au sein de la Sénéga ou au sein des équipes à la CA. Il y a aussi des enfants soldats qui sont enrôlés par Joseph Kony dans l'ouest du pays. Et c'est une situation généralisée sur l'ensemble du territoire. Et compte tenu du fait qu'on ne contrôle pas, le gouvernement ne contrôle pas. Pourtant, il est possible de sortir ces enfants de la guerre et de les accompagner dans le retour à la vie civile à travers des programmes de réinsertion. La démobilisation est l'un des outils fondamentaux pour leur offrir des alternatives durables. Seulement, le défi reste considérable. Je ne crois pas qu'aujourd'hui le gouvernement centrafricain dispose des moyens matériels et financiers pour cela. Et puis surtout, pour que cela soit possible, encore faut-il que le gouvernement centrafricain contrôle l'ensemble du territoire pour arriver à y installer des programmes de démobilisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est donc très très loin de cet objectif-là. C'est un objectif qui évidemment est à souhaiter, non seulement la démobilisation des enfants, mais la restitution aux enfants de leur enfance. La situation des enfants soldats reste extrêmement préoccupante. Une fois sortis de ce conflit, ils doivent composer avec les chocs des actes de guerre et les traumatismes qui leur laissent très souvent des séquelles. Voilà. Donc vous avez vu, les enfants de guerre, si on ne s'occupe pas d'eux, c'est pas bon. Parce qu'il y a des séquelles qui restent. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont être des adultes? Ils vont attaquer des banques, ils vont attaquer des petits magasins, ils vont attaquer des gens dans des restaurants, ils vont attaquer des femmes revenant de travail, ils vont attaquer des jeunes étudiantes revenant de l'école et ils vont les violenter sexuellement. C'est ça. L'Afrique, elle est abandonnée elle-même. Par qui? Par les Occidentaux. Mais, pour venir pour voler les minéraux, ça ils connaissent. Pour donner les armes à des dictateurs, pour exterminer des populations, ça ils connaissent. Mais ce qui leur intéresse, c'est quoi? Le fric, l'argent. L'argent. Ils aiment l'argent. Mais l'argent que les dictateurs volent, payer des châteaux, payer des pavillons, des villas. Oui, ils adorent. Donc, nous allons maintenant voir autre chose. Ça c'est... Oui. Il dit ici, il n'a pas pu aller à l'école. RDC, Congo. Il n'a pas pu aller à l'école. Les enfants soldats racontent leur vie. Sikukuwa na furahi. Bakubwa tu banatubebaga ngo twende kugombana. Sisi tulikuwa tunapenda tutoke. Dans l'Afrique des Grands Lacs, on les appelle les Kadogo, terme qui en swahili désigne les enfants soldats. Ils ont de 7 à 18 ans. Certains ont été kidnappés, d'autres ont rejoint les groupes armés volontairement. La plupart ne savent ni lire ni écrire, mais tous sont capables de démonter et remonter une Kalachnikov, les yeux fermés. Dans
dans l'est de la République démocratique du Congo, ravagée par plus de 15 ans de guerre civile, les groupes armés sont légion, les Kadogo aussi. Le lieutenant-colonel Bossekota est responsable des opérations des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, dans la zone très sensible de Rutshuru, dans le Nord Kivu. La direction du Nord, c'est la direction de Montbois. La direction de Montbois, c'est la direction du Nord. L'Est, c'est la direction du Montbois à gauche. Et là, c'est l'Ouganda. Un peu plus en bas, là-bas, c'est le Rwanda. Vous savez qu'ici, chez nous, les frontières sont poreuses. Du côté de l'Ouganda, ben, il y a un vaste trafic d'armes qui se fait là-bas. Cette région était contrôlée jusqu'en janvier 2009 par le chef rebelle Laurent Kunda. Aujourd'hui en résidence surveillée à Kigali, ces troupes ont été intégrées au FARDC, ces enfants soldats officiellement démilitarisés. Ne reste aujourd'hui dans cette zone que le FDLR, les groupes Hutus rwandais responsables du génocide. Mais le colonel Bossekota l'affirme, il n'y a plus d'enfants soldats au sein des forces armées congolaises. Les FARDC actuels, il y a eu d'abord le processus d'intégration normal, et ensuite, dernièrement ici, il y a eu le processus accéléré d'intégration. Et ce processus-là concernait essentiellement les anciens groupes rebelles, n'est-ce pas? Et alors, quand ces groupes sont arrivés, maintenant, qu'a fait le gouvernement? Il a recensé les enfants soldats pour rapatrier ces derniers auprès de leurs parents. La plupart des enfants soldats qu'on trouve parmi les groupes armés qui se rallient, on les prend et ils sont mis à la disposition des ONG qui enregistrent leurs noms, les noms des parents, le village dans lequel les enfants sont implantés. Mais dans tous les cas, dès qu'ils se rendent, ou bien s'ils sont faits prisonniers, notre premier devoir, notre première réaction, c'est de les diriger dans des structures afin qu'ils soient rapatriés. DDR pour désarmement, démilitarisation, réunification. C'est le programme d'accueil des enfants soldats mis en place par l'UNICEF et un certain nombre d'ONG. Tous les enfants sont d'abord pris en charge par la section protection de l'enfance de la MONUC, la mission des Nations Unies au Congo. Quelques jours plus tard, ils sont dirigés vers des centres de transit, comme celui du Kajet à Goma, que dirige cet homme fidèle. Aujourd'hui, nous avons 60 enfants qui sont sortis de différents groupes armés. Quel âge? Nous avons des enfants le moins âgé à 8 ans et le plus âgé à 17 ans et demi. Nous n'avons été autorisés à filmer les activités du centre qu'à la condition de ne pas montrer les visages des enfants, pour leur sécurité. Beaucoup sont recherchés par leur ancien chef, d'autres par les populations au sein desquelles sévissaient les groupes armés. Alphabétisation, remise à niveau scolaire, activités manuelles, sport, musique seront le quotidien des ex-Kadogo durant leur séjour ici, entre 1 et 3 mois. Sans oublier les séances d'écoute durant lesquelles les animateurs encouragent les enfants à parler de leurs terribles expériences. Tu as participé à des combats? Maisha yenye nilikuwa nayo basi nikahangaika tukajua kisoda tulikuwa nalala mubaya kwa kupatia silaha na uiweze sawa natufikisha huko, wanasema tunakuwa pumzika na hapa tuko mzuri sana, tuko bia, tuko na vara, tuko na nao, tuko na kula mzuri mara hiyo. Vous étiez beaucoup d'enfants dans votre groupe? Et durant les 2 ans que tu as passé dans les groupes armés, tu as pu revoir ta famille? Et que te disaient tes parents? Wananiambia nitoke niende mbali niende soma. Kwa hiyo walikuwa watafunga jamaa yetu yote. Et ils disent
qu'ils ne dormaient pas, ils ne mangeaient pas bien. Ce qu'ils faisaient, c'est seulement la guerre. Ils devaient toujours combattre. Alors pour le moment, ce sont des détentes. Ils sont en train au moins de se refouler. Les activités les font oublier ce qu'ils ont vécu comme problème. Et les jeux, c'est des jeux d'amusement. Les jeux d'amusement, nous sommes dans la relaxation. Ici, nous avons une leçon intitulée La République démocratique du Congo. Quels sont les pays qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo? Il y a le Rwanda. Très bien. Il y a le Rwanda. Après le Burundi. Oui. Uganda. Il y a Ouganda. Ici, nous avons la remise à niveau pour les enfants qui ont été à l'école. Et quand ils arrivent ici, on fait la remise à niveau. Maintenant, ils sont en train d'apprendre la géographie. La classe de niveau 0, c'est pour les enfants qui n'ont pas été à l'école. Ce sont les analphabètes totaux qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Très bien. Mie niko na miaka 16 pale nikamata, nilikuwa nakuwa escort, nilikuwa naenda pamoja na komanda. Et tu étais payé comme soldat? Kazi kijeshi ya mpoli wanalipa. Et de quoi viviez-vous? Elisi wanachuruza, tulikuwa tunachuruza mapombe, des marchandises. Et vous aviez le droit de violer aussi? Kama on a violé les coups, sana. Et maintenant, qu'est-ce que tu souhaites faire? Nilifurahi sana nilipojua hakuna nafasi ya kurudilia kwa juu kwetu. Nikifika kwetu wanapasha niwinda sana kwa juu kwetu, ni endelele zenye ziko. Aujourd'hui, on avait prévu de dessiner le paysage pour leur montrer l'importance de l'environnement, de la nature. Ces enfants qui ont souvent détruit même l'homme, on veut les apprendre à aimer la nature et à protéger l'environnement. Quand ces enfants dessinent d'eux-mêmes, on découvre en eux ce qu'ils habitent. Par exemple, ici, ça c'est un dessin au choix. Tout au début, quand ils arrivent, ils aiment dessiner des choses liées au combat. Parce qu'ils ont l'habitude, ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu. Et après, vous voyez, comme il vient de vivre en ville, il trouve nécessaire de dessiner la voiture. Après ici, c'est la fleur. Ici, on peut déjà évaluer, on dit l'enfant est en train d'être rééduqué, et maintenant il trouve la beauté, comme la beauté, et s'il nous montre qu'il aime déjà la nature, il commence à aimer ce que Dieu a fait, ce qui est beau sur la terre. Et après, qu'est-ce qu'on t'a fait faire? Bon, walinifundisha tukisi ya kufungula na kuipika. Kisha kisi wengine wanatumikisha kuipikisha. Basi sakomvita sababu wanaweza amua omboni. Hapana, ndio kawaida. Kwa soda ni mateso. Mtu alikuwa anateseka, alikuwa analala mbaya, kula mbaya, hauvali vizuri na hausomi. Vous n'étiez pas payé, alors de quoi viviez-vous? Si, tulikuwa utoke ukapie, kwenda gaulana kila mtu msukusu. Et cela te plaisait? Basi unatumiwa oda nyonda, yemkuwa atasema mutakataa. Les animateurs sont présents 24 heures sur 24
pour canaliser la violence que l'on sent chez tous ces enfants soldats. Il faut leur apprendre à vivre en société, à se respecter les uns les autres. Ça rapporte aux affaires à la cohabitation pacifique, car il y a plusieurs tribus. Il y en a des tribus Nande, Hutu, Kunde, Rega, Tembo. Alors, car c'est toutes ces tribus, lorsqu'ils doivent s'assembler, ils collaborent aussi ensemble. Niko na miaka 17, nilimiaka na nilikuwa na 14. Nilimiaka mkisota, tulikuwa na jina na trafiki yangu wa soda, kisha wakakuwa wananiambia sio twende tu defense, utakula, utafanya. Kisha sami nafika kuliano, kisha njo nilikuwa na dirige section ya 11 personnes. Il y avait d'autres enfants dans ta section? De quel âge? Walikuwa tu chini yangu ma 13 à 12 ans. Et durant les opérations, tu as participé à des tueries, à des viols? Za kuviole hapana, mekuua juu hautakatala kwa kwambia huyo hautakatala. Mais on peut refuser de tuer. Kama unakatala kule kumapori bwana tosha tu pisto usentira kwa mpi. Mara yangu ya kwanza nilikuwa nishakunywa pombe kwanza, sikuhangaikaka. Nilianza kuogopa kwanza, sababu nilionanga iko naomba pisto na mimi Des fois ils parlent, des fois ils ne veulent pas, mais petit à petit, ils parviennent quand même à s'ouvrir. Mais ils racontent tout, ils parlent facilement? Oh, ils racontent, même s'ils ne racontent pas tout à moi, peut-être un autre encadreur peut l'écouter. Ce qu'il ne m'a pas dit, il va le dire à l'autre. C'est comme ça, quand on va mettre ensemble, on va trouver tout. Aux côtés de Fidèle, le directeur, le plus jeune pensionnaire du centre. Il a 8 ans et fait partie de ce que l'on appelle ici les enfants associés. Ceux qui ne portaient pas d'armes mais remplissaient diverses fonctions au sein des groupes armés. Lui était chargé de recueillir des informations sur les ennemis. Baraza bageze iwacu papa yazanye inzoga baganywa amazi rero baramuha keza ajyana aya abasoda. Nous avions à boire, nous avions la boisson locale, ils ont pris à boire. Après, ils m'ont pris par force à l'insu de mon papa. Et ils m'ont ramené au Soulélo. Et ils étaient saoulés, bien sûr. Et ils m'ont amené dans la forêt. Et comment il s'est échappé? Baranshura turajyana basiga kudedeye. Abamunika se nibo bagusanze aho wakoraga? Aya twarajyanye nabo turabasangayo. Un supérieur, un commandant de l'FDLR qui voudrait aussi rentrer chez lui, chez eux au Rwanda. Il m'a amené vers la Monique et c'est la Monique qui m'a amené au DDR et le commandant est rentré au Rwanda. En 4 années d'existence, le centre dirigé par Fidèle a accueilli plus de 2500 enfants soldats, tous réunifiés dans leur famille, selon l'expression en vigueur. Il y a plusieurs centres de ce genre dans l'est de la République démocratique du Congo. Des centres pour filles aussi, comme la maison Margarita gérée par la fondation Don Bosco. 23 filles et 8 enfants ont trouvé refuge ici. Aucune n'est enfant soldat, mais toutes ont été victimes de violences sexuelles.
La plupart des jeunes filles kidnappées par les groupes armés le sont pour devenir des objets sexuels. Les filles vont à l'école et donc même ils font des cours d'alphabétisation ou des cours de coupe-couture pour les filles mères. Donc on cherche vraiment de les amener à un niveau d'autonomisation. Le but c'est la réinsertion familiale, donc on n'a pas l'intention de les faire rester ici pour longtemps. Donc c'est une année et après on cherche de les amener à la famille. Pour Jean-Claude, l'un des psychologues du centre, la situation des filles victimes de violences sexuelles est particulièrement difficile. Malheureusement, ici chez nous, il y a une sorte de stigmatisation. C'est ce qui fait que les enfants ou les femmes violées se retrouvent souvent répudiés par leur mari, un peu abandonnés par leur entourage. Et c'est vraiment très difficile à vivre pour eux. C'est vraiment, ils sont doublement choqués. Dernière étape du programme DDR, la réunification dans la famille et la réinsertion dans la vie active des ex-enfants soldats. Pour Félix Akebo, responsable UNICEF de la protection des enfants dans tout l'Est de la RDC, rien ne peut se faire sans l'aide des familles. Nous impliquons donc les parents à nous aider à resocialiser l'enfant, parce que même un CTO, on a des encadreurs sociaux, on a des gens qui aident, mais la communauté et les parents pourraient être un moteur important pour nous à aider l'enfant à se resocialiser, à comprendre que le milieu qu'il a vécu, le milieu militarisé qu'il a vécu, n'est pas le milieu dans lequel il doit être. Une autre ONG locale, PAMI, est en charge de cette troisième phase. Ces animateurs font le suivi des enfants de retour dans leur famille, des familles aidées financièrement, et ils veillent au bon déroulement des formations. Lui, on l'a réinséré, on l'a aidé à faire l'apprentissage en menuiserie. Et donc, c'est ça, sa réinsertion. Voilà. Richard a été recruté à 11 ans par les groupes Maï Maï. Il y est resté 7 années. À 17 ans, il ne veut plus entendre parler d'armes, de guerre. Marie, 17 ans, a été kidnappée par un colonel qui en a fait sa chose pendant presque un an. Elle retourne aujourd'hui à l'école et espère bien pouvoir aller ensuite à l'université. Fatima, 17 ans, était combattante. Elle avait même le grade d'adjudant. Elle essaie maintenant de monter un petit commerce de vente de pétrole. Christian, 18 ans, a passé 7 ans dans les forces armées congolaises, l'armée nationale qui prétend aujourd'hui ne plus utiliser d'enfants soldats. Il s'est reconverti dans la coiffure avec l'aide des programmes de réinsertion. Tunaishi mzuri sans problème na selon gisi kwenye balitudemobilize batufundisha gisi ya kuishi na watu na ndio vile leo tuko tunaishi mzuri, hakuna problème kwenye kombazi. Ces images ont été tournées lors du désarmement et de l'intégration d'une milice au sein de l'armée congolaise. Depuis janvier 2009, ces opérations se sont multipliées. Les accords intervenus entre la RDC et le Rwanda ont aussi facilité l'instauration d'une paix précaire, mais bien réelle. Mais les traumatismes sont là, et bien là. Dans ce centre de brousse géré par les scouts, nous avons vécu une curieuse expérience. Tout avait bien commencé, avec, encore et toujours, des témoignages terrifiants. Vita ilikuwa kukua, wazazi wangu wakakimbia, nikawakosa, na vile nikawakosa wakaoa na babangu. Nikaona si haiko vema mtu mwingine anaoa babangu, omwe na bie ni mtafute na bie ni mongole. Et tu t'es vengé? Kisasi nilitafuta hadi nikamupata na bie nikamupiga. Nikaona ule mwenye aliua babangu jua tulikuwa na tumuyue. Nikamufata na bia nikamupiga na roho ikakuwa bien hadi mwisho seve ikakia tusaidia ikatuleta hapa kufesco hadi tukaenda Goma.
Mais peu à peu, dans ce centre, la tension est montée. Certains esprits se sont échauffés. On nous a demandé de quitter les lieux. Nous avons appris par la suite que certains jeunes voulaient exprimer leur colère. Sans travail, sans revenus, ils se sentaient trahis par les promesses de réinsertion. Et certains d'ajouter, si cela continue, nous retournerons dans les groupes armés. Mais commençons par une phrase terrible, prononcée par une jeune femme interviewée dans le reportage que vous allez voir tout de suite. « J'aime la guerre », nous dit cette Congolaise. Une phrase qui choque, surtout lorsqu'elle sort de la bouche d'une femme. En République démocratique du Congo, les femmes sont non seulement victimes de viols à grande échelle, elles sont aussi partie prenante dans les violences. Salomé, Clarisse et les autres se sont engagées, certaines dans des milices, d'autres dans l'armée. Rien ne leur fait peur, ni les armes à feu, ni les longues marches forcées dans la forêt. Comme leurs collègues masculins, elles pillent, brûlent et tuent sans hésiter. Et peut-être que leur désespoir les rend encore plus cruelles que les hommes. Comment ces jeunes Congolaises en sont-elles arrivées là? La soif de vengeance, un certain idéalisme? Stéphanie Lamoré est allée enquêter sur place, parfois au péril de sa vie. À la frontière de l'Ouganda et du Rwanda, la région du Nord Kivu n'a pas connu la paix depuis presque 20 ans. En 1994, les tensions provenant du génocide au Rwanda se propagent en République démocratique du Congo. Les civils congolais, principales victimes de ce chaos, s'organisent alors en milices pour se défendre. 20 ans plus tard, disséminés dans la brousse, ces groupes comptent parmi leurs effectifs des femmes, dont j'ai voulu comprendre les motivations. J'ai 19 ans. Je m'appelle Salomé. J'ai oublié à quelle date je suis entrée dans la milice. La vie est rudimentaire pour ces villageois devenus combattants. Ce groupe que je rencontre fait partie des Mai Mai Shetani, le diable en Swahili. Les Mai Mai, estimés à plusieurs centaines de combattants dans le Nord Kivu, comptent de nombreuses femmes. Leurs armes viennent principalement des prises faites sur l'ennemi. Les guerriers Mai Mai, qui s'aspergent d'une potion magique censée faire couler les balles sur leur corps comme de l'eau, se croient invulnérables aux armes à feu. Depuis que nous sommes dans la milice, nous sommes braves. Mais il y a de moins en moins de combats. Je suis venue ici parce que nous avons beaucoup souffert dans notre village. Une milice rwandaise venait piller nos biens et violer les femmes. J'ai alors décidé d'aller les combattre. Si j'ai la chance de revenir, je demanderai pardon à Dieu. Je redeviendrai chrétienne. La limite entre le bien et le mal, le pardon et les exactions est ténue. Ces milices, pour survivre, taxent les paysans des zones qu'ils occupent. Le groupe de Salomé monnaie la protection qu'il est censé apporter aux paysans. Je dois me soumettre aux ordres de mes supérieurs. Je dois aller là où ils me disent d'aller. Je dois faire ce qu'ils me disent de faire. Je me dis en la regardant que ces femmes sortent d'une souffrance pour en accepter une autre, et qu'au fond, elles n'ont pas le choix. Moi qui croyais rencontrer des combattantes au discours très politique, je découvre des femmes qui, malgré les apparences, acceptent la fatalité. Je laisse Salomé pour rejoindre à 400 km plus au nord l'armée régulière.
Elle s'apprête à mener une offensive contre les ADF Nalu, une milice soutenue par l'Ouganda et dont les exactions ne cessent de faire des victimes parmi les civils. Le combat est rendu difficile par la mobilité de l'ennemi. L'armée doit déplacer en permanence ses unités, au sein desquelles se trouvent des femmes. Très patriotique, elle considère l'armée comme un sacerdoce. Moi, c'est mon choix. Je suis volontaire depuis 1994. J'ai fait des études, j'ai eu mon diplôme, j'ai été commercial. Puis j'ai abandonné la vie civile et j'ai décidé de devenir martyr pour mon pays. Ce jour-là, elle me montre en quoi consiste leur entraînement. Elles font partie d'un commando spécial, une URR, unité de réaction rapide. Ces unités, formées par des militaires belges ou sud-africains, sont toujours placées en première ligne en cas d'offensive. C'est nous, les hommes de URR, nous sommes plus courageux de... Seules des groupes armés, elles se couvrent de gris-gris pour se protéger des balles. Mais même avec leur gris-gris, on arrive à les tuer. Elles disent, moi je suis une maïmaï, je suis une maïmaï. Même les maïmaï, on arrive à les attraper, à les tuer. Nous, on est des gens de Dieu. Il faut avoir le cœur dur pour faire ce métier. Si tu vois que l'un de ton groupe est mort, tu ne craques pas, tu continues le combat. Moi, je suis une femme. J'ai un corps de femme, quoi qu'il arrive. J'ai des seins, j'ai un vagin, mais quand il s'agit de combattre pour défendre mon pays, je ne suis plus une femme, je suis un homme. La combativité, ces femmes en ont besoin. Ce conflit a fait presque 6 millions de victimes en 20 ans. La République démocratique du Congo, ce sont 60 millions d'habitants, parlant 250 langues, sur un territoire aussi vaste que l'Europe. Le pays est riche en minerais, or, cobalt, diamants, qui ne profitent pas à la population, mais entretiennent les combats et maintiennent le chaos. Un chaos que l'armée tente d'éradiquer. Ce jour-là, je suis la jeep du colonel Mamadou, qui en libérant le Nord Kivu 2 mois auparavant, est devenu un héros national. Il a parmi sa garde rapproché 2 femmes, que je dois commencer à filmer ce jour-là. En pleine zone sécurisée, la voiture du colonel a été stationée devant nous. C'est un deuxième tir de roquette qui stoppera le véhicule 1 kilomètre plus loin. Les hommes du colonel Mamadou sont désemparés. Celui qui était aimé et respecté par tous vient de mourir, ainsi que sa garde du corps, Mado. Séraphine, la deuxième femme de la garde rapprochée du colonel, a pu, elle, sauter du véhicule. Bamba! Zéro! Zéro, mon capitaine.
Sur le chemin de l'hôpital, je me dis que le destin est bizarre et la vie fragile. Le colonel m'avait présenté le matin même Séraphine et Mado. Le colonel est mort, Mado est morte, Séraphine est blessée. Tout a basculé. La mort du colonel ce jour-là va provoquer une situation chaotique. Des manifestations auront lieu dans tout le pays les jours suivants. L'émotion, très forte au sein des commandos, mettra du temps avant de se calmer. Après 4 jours d'interdiction d'accès, donc nous avons bien suivi là ce qui s'est passé pendant la mort du colonel Mamadou. Mais le colonel Mamadou n'est pas mort dans ce que nous avons vu comme image du véhicule incendié, bombardé. Non, ça c'est une mise en scène. Le colonel Mamadou a été tué ailleurs par des hommes de Kabila. Kabila Hippolyte Kanambe alias Kanachin, Kana Toufi Toufi, un Rwandais Tutsi, spécialiste dans les montages truqués, en faisant croire que le colonel Mamadou était tué à cet endroit. Au fait, non, il était tué ailleurs. Et Kabila se dit maître de la RDC, se dit maître du Congo RDC. Est-ce que les États-Unis est dirigé par un Rwandais Tutsi? Est-ce que la France est dirigée par un Rwandais Tutsi? Est-ce que la Belgique de merde est dirigée par un Rwandais Tutsi? Est-ce que l'Allemagne est dirigée par un Rwandais Tutsi? Ce qu'ils ne font pas chez eux, ils vont les faire chez les autres. Voilà pourquoi tout le peuple congolais, tout le peuple africain, la situation du Congo RDC doit préoccuper tous les Africains. Il y en a qui se disent des combattants de la RDC, mais en réalité, quand vous regardez, ce sont des plaisantins. Parce que quand ils voient les gens qui parlent des problèmes de la RDC réels, ils se déconnectent de Facebook. Voilà pourquoi moi, dans le combat que je suis en train de faire, en tant qu'un résistant clair et net, je ne suis pas là pour attendre un poste, président, ministre, je m'en fous de cela. Moi, je suis là pour parler des choses réelles et de la vraie libération de l'Afrique. Parce que tout ce qui se passe dans nos terres en Afrique, c'est à cause des richesses que nous avons. Les minerais.